Jean-Tissart est situé entre Tilly et Mellery sur la commune de Villers-la-Ville. Le site est partagé entre des milieux terrestres et des plantes d'eau. L'eau provient de la nappe aquifère, incluse dans les sables bruxelliens datant de 50 millions d'années. En 1995, elle a été acquise par la province du Brabant wallon en vue d'y constituer un site didactique d'intérêt biologique. Cette vieille exploitation de sable, en contact avec la nappe phréatique, est exempte de toute pollution. La région wallonne a reconnu l'importance de ce site en nous donnant le statut de réserve naturelle il y a assez peu de temps. La direction Nature et Forêt est maintenant bien entendu associée à la gestion du site et nous apporte toute son expérience utile à valoriser en Brabant wallon où il y a peu de réserves naturelles agréées. Et donc nous sommes fiers de ici faire un peu œuvre de pionnier en collaboration avec la région, mais toujours bien entendu soutenu financièrement par l'institution provinciale qui est propriétaire maintenant de la totalité du site. Ce site de 26 hectares est composé essentiellement de plans d'eau et de talus herbeux. Présentant des paysages remarquables, Jean-Tissart ne livre son vrai visage qu'au travers du prisme saisonnier. L'hiver, la glace et la neige parfois prennent possession des lieux plongeant la vie dans un long sommeil. Au printemps, les premières fleurs percent avec l'augmentation de la température, marquant ainsi l'arrivée des migrateurs. Les paysages regorgent alors de vie et laissent place à des journées d'été vrombissantes autour des mares et des étangs. Finalement, les orages lavent les berges arides pour un automne déjà plein de promesses d'avenir. Oiseaux, insectes et batraciens bénéficient donc à Jean-Tissart d'un habitat privilégié. En plus de ce statut de réserve naturelle, Jean-Tissart a obtenu le statut Natura 2000, donc de participer à l'ensemble de ce réseau européen de conservation de la nature. De par ses grandes qualités biologiques, elle a pu être incluse dans ce réseau. Le milieu végétal est également d'une diversité particulièrement intéressante puisqu'il avoisine les 200 espèces et est toujours en constante augmentation. Eh bien, vous voyez ici, il y a environ 4 pages de plantes et on aboutit à 194 espèces. Donc en l'espace d'une dizaine d'années, on a pu observer ici 194 espèces. Certaines espèces sont même rares pour la région, comme la patience maritime. Au départ, une sablière au paysage un peu lunaire et en tout cas désertique livrée à la reconquête par la nature est à la base de la future réserve naturelle de Jean-Tissart. Ces carrières sont créées artificiellement par l'homme. Après exploitation industrielle, le choix s'est porté sur une recolonisation naturelle du site. La sablière en exploitation montre à l'état initial des substrats dénudés, du sable nu, des limons argileux et de la pierraille apparente. Ces plages de sable nu attirent des espèces aussi bien d'ailleurs au niveau des insectes qu'au niveau des oiseaux. On a vu les petits limicoles qui en passage migratoire font des haltes parce qu'ils trouvent à se nourrir, ils trouvent des petits vers au bord de l'eau, donc dans ces terres relativement dégagées, qu'ils ne feraient pas si les saules se développent. On aurait alors un milieu boisé, humide bien sûr, mais qui ne conviendrait plus aux limicoles. Donc comme il y a pas mal de milieux boisés dans la région, on préfère évidemment privilégier ici les milieux qui sont absents ailleurs, et notamment ces plages de sable dénudées. C'est la raison pour laquelle on souhaite les garder relativement dénudés et intervenir périodiquement par la gestion sur ces plages-là. Grâce au climat tempéré humide de nos régions, les substrats dénudés et meubles de la sablière en fin d'exploitation bénéficient d'une colonisation spontanée et rapide par les plantes sauvages. On entre donc dans une phase de recolonisation qui présente des milieux devenus peu fréquents dans notre région. Quelques années plus tard, sous l'œil attentif d'un comité pluridisciplinaire, une biodiversité typique des milieux terrestres et aquatiques clairsemés a repris ses droits, faisant ainsi de Jean-Tissart un site de grand intérêt biologique. Ce site est animé d'une dynamique
extrêmement active, très rapide, et qu'au départ d'un sol dénudé, eh bien, on assiste maintenant à la mise en place d'une végétation largement forestière, indépendamment bien entendu des plans d'eau qui, eux, ne seront jamais colonisés par la végétation que sur les bords. Un exemple unique en Brabant wallon. Aujourd'hui, un nouvel et fragile équilibre biologique s'est établi. Mais le site n'en est pas encore à son stade final. Le Jean Tissart de demain ne ressemblera plus au site d'aujourd'hui en constante évolution. L'évolution du site à long terme, ce qu'on pourrait en espérer, c'est en faire un site didactique, avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à une situation naturelle avec un bord d'étang. Une situation tout à fait naturelle, c'est peu profitable parce qu'alors en fait on va se retrouver dans la forêt. Normalement la forêt couvre l'ensemble de l'Europe, donc on ne va pas avoir quelque chose de très intéressant. Non, ici on a un site qui est ouvert, il faut le garder ouvert, il faut en profiter pour attirer toute une série de migrateurs ou d'espèces qui viendraient même nicher ici. Quand je dis les migrateurs, ce ne sont pas uniquement les oiseaux, mais ce sont les insectes. On peut espérer attirer une série de mammifères aussi, on peut espérer avoir des poissons amenés ici par les canards ou des choses comme ça. Avoir une plus grande diversité tout en évitant les intrusions d'espèces aliens, c'est-à-dire des espèces qui, comme Fallopia japonica, sont des espèces conquérantes importées d'autres continents que le nôtre. Comment valoriser une carrière après exploitation? Doit-on toujours en faire un centre d'enfouissement technique? C'est-à-dire une décharge destinée à recueillir nos déchets? Les réponses scientifiques, industrielles et politiques actuelles expriment clairement que non. L'étude géologique et minéralogique montre même qu'un réel danger de pollution des nappes phréatiques existe dans le cas d'une mise en décharge des carrières en zone de sable bruxellien. C'est en partenariat avec la province du Brabant wallon, la région wallonne, Arcelor, le voisinage immédiat du site et des scientifiques que tout a commencé. Alors, ceci est une ancienne sablière, donc c'est un site, disons, d'origine artificielle, mais qui est laissé à sa colonisation spontanée. Et c'est là l'importance du site, c'est que c'est un site vierge, quelque part, qui va être colonisé par toute une série d'espèces qu'on dit colonisatrices de manière naturelle, c'est-à-dire des espèces pionnières qui s'installent sur des milieux vierges, donc sur un sol nu par exemple pour les plantes et sur des sols avec peu de végétation, des milieux peu végétalisés pour les animaux. Et c'est ça qui en fait disons, le caractère particulier et intéressant dans une région qui est par ailleurs très marqué par l'agriculture, par les bois anciens, etc. Donc c'est un milieu jeune, quelque part, qui évolue. La mise en place d'un comité d'accompagnement s'est alors avérée être une nécessité pour permettre à tous les partenaires de s'asseoir autour d'une même table. Le comité de gestion étant l'endroit où finalement les décisions se prennent. Donc c'est là qu'on amène le résultat, c'est là qu'on discute, c'est là qu'on regarde comment on peut faire évoluer le site vers un choix qui est notre choix, qui est un choix de plus grande biodiversité. C'est d'avoir le plus grand nombre possible d'espèces qui cohabitent de manière plus ou moins naturelle. Je dis plus ou moins parce que ceci n'est pas un site naturel, c'est un site industriel qui a été réhabilité. Donc on n'aura jamais quelque chose de tout à fait naturel. De toute façon en Brabant wallon, ça il faut l'oublier, ce qu'on a c'est quelque chose de semi-naturel. Le but étant de prendre des décisions collégiales par un comité pluridisciplinaire pour accroître la diversité biologique de la réserve naturelle de Jean Tissart. Donc si on laisse le site aller et qu'on n'y fait rien, il y a un envahissement par la forêt partout et en fait il y a des espèces exotiques qui peuvent envahir partout. Donc si on laisse faire, on va aller vers un appauvrissement de la biodiversité. Donc nous, toutes ces mesures de gestion vont permettre au moins de la maintenir, mais si pas plus, encore de l'augmenter. C'est pour ça qu'on a creusé des mares, c'est pour ça qu'on fauche chaque année des zones de prairies. C'est pour ça, entre autres, qu'ici, nous avons remis à nu une plage sableuse que vous voyez là un petit peu plus bas, qui justement, le fait qu'elle soit nue, va attirer toute une série d'insectes, va attirer toute une série d'oiseaux qui vont pouvoir nicher là bien tranquillement. Si on n'avait rien fait, c'est ce qu'est le cas, vous voyez les gros tas de broussailles, elle était complètement envahie par des saules, des noisetiers et autres bouleaux, et donc le milieu se refermait et on allait vers un appauvrissement de la biodiversité. Outre l'intérêt pour le développement de la faune et de la flore, ces sites possèdent aussi un intérêt didactique certain.
ce qui devra permettre à l'avenir d'encadrer des visites sans pour autant perturber la quiétude naturelle de Jean-Tissart. Il en va ainsi des 2 postes d'observation installés sur le site, dont un à l'entrée de la réserve en accès libre. Arcelor en est très fier de la réalisation de ce projet. D'ailleurs, au niveau d'Arcelor, de nombreuses visites sont organisées sur ce site et des personnes étrangères, et en particulier des Luxembourgeois et des Français, sont venus encore récemment visiter ce site pour essayer de développer des projets similaires dans leur pays. Grâce au climat tempéré de nos régions, les sols dénudés et meubles sont en général colonisés rapidement par les plantes sauvages. Dans la sablière, une surface de terre dénudée, abandonnée à son évolution spontanée, se colonise par une végétation assez dense. Ronces, églantiers, bouleaux ont au fait de transformer les lieux en bois. Et les caractéristiques originelles du site s'estompent, entraînant du même coup la disparition des espèces qui y étaient liées. Si on veut éviter que la forêt n'envahisse tout, et il faut savoir, et c'est cela la raison principale pour laquelle on souhaite que la forêt n'envahisse pas tout, c'est que dans la flore, par exemple, la flore de la Belgique, eh bien, les espèces qui appartiennent à la forêt, c'est-à-dire aussi bien les arbres que les arbustes, les sous-arbustes et les plantes qui sont inféodées aux sous-bois forestiers ne forment jamais que 15%. Ce n'est jamais que 15% de la flore totale. Si on laisse faire la forêt, eh bien, il n'y aura plus que 15%. Et encore, peut-être une dizaine de pourcents, parce que toutes les espèces forestières n'arriveront pas jusqu'ici. Donc c'est la raison pour laquelle il faut à toute force maintenir l'espace aussi ouvert que possible. Ce processus de recolonisation spontanée est initié avec la pluie de graines. Les agents principaux de la dissémination des graines et fruits sont le vent et les animaux sauvages, surtout les oiseaux. Les graines et fruits sont transportés par le vent, parfois sur de grandes distances, comme le fruit de la massette. La quenouille, formée par les fruits mûrs en automne-hiver, est soumise à l'effet du vent. Les fruits munis de longs poils se détachent et sont emportés par le vent comme les plantes de la famille des pissenlits avec leurs fruits à aigrettes. Les fruits du saule et de l'épilobe produisent des semences plumeuses et ceux de l'eupatoire chanvrine sont munis d'une aigrette de soie. Les fruits charnus du merisier, du cornouiller sanguin, de l'églantier, de l'aubépine, du sorbier des oiseleurs, des ronces, sont consommés par les oiseaux. Les graines ainsi ingérées sont alors contenues dans leur déjection et germent à des distances importantes des lieux d'origine des plantes en question. Par contre, on ne peut négliger les plantes qui étaient présentes en bordure du site ou dans des îlots de végétation subsistant dans la carrière au moment de son abandon. Elles étaient soit à l'état vivant, soit à l'état de semences dans le sol, où elles forment alors le stock grainier ou la banque de graines. Parmi l'ensemble des germes, les semences de plantes ligneuses, arbres et arbustes l'emporteront dans la course à la reconquête du site. Ils participeront à l'édification de la forêt. La recolonisation pose ici le problème de l'adéquation entre la demande biologique, c'est-à-dire les exigences des plantes, et l'offre du milieu physique. Ainsi, le couvert végétal des sables secs est très différent de celui des limons argileux, mieux pourvus en eau, et davantage encore de celui des grèves humides des plans d'eau. Partout se pose la question de la prise de possession de l'espace par la végétation. Le problème est qu'au fil du temps, cette succession évolue vers un paysage uniforme, la forêt. Regardez par exemple cette roselière. Elle est magnifique, elle est très belle, même en cette saison qui représente en quelque sorte le stade hivernal, automnal. J'ai connu cette roselière il y a peut-être une dizaine d'années où elle occupait 1 mètre carré, quelques mètres carrés. Actuellement, on pourrait la mesurer, c'est au moins 1 art. Et bien cela, en une dizaine d'années, si on laisse faire la végétation naturelle, si on laisse faire
se développer spontanément la végétation, eh bien, dans 10 ans, 15 ans, la roselière à roseaux à phragmites aura envahi tout cet espace. Pour contrer cette éventualité, l'intervention humaine concertée s'impose. À Jean-Tissart, le sable a été exploité à de grandes profondeurs, sous le niveau de la nappe phréatique. Des pompages de rabattement de la nappe ont été nécessaires pendant l'exploitation. Lorsque celle-ci a cessé, le site s'est transformé en de vastes plans d'eau profonds, dominés par des parois sableuses fraîchement entaillées. Ce milieu, presque dépourvu de végétation, attire des espèces animales particulières. L'hirondelle de rivage et certaines abeilles ou guêpes solitaires creusent leur nid dans le sable friable des parois. Les mares peu profondes, présentant une végétation peu abondante, sont les lieux de reproduction du crapaud calamite. Ce petit crapaud est devenu fort rare, car les milieux qui lui conviennent disparaissent. Les derniers individus de la région subsistent sur un point d'eau artificiel de l'ancienne sablière de Mellery, juste à côté du site de Jean-Tissart. Pour assurer un avenir à cette petite population, et dans l'espoir de la voir grandir, plusieurs petites mares ont été creusées à Jean-Tissart. Le crapaud calamite n'a pas tardé à y pondre ses œufs. Il importe donc que dans le futur, ces petits points d'eau soient régulièrement entretenus pour éviter leur envahissement par la végétation. Végétation que le crapaud calamite n'apprécie pas. D'autres amphibiens ont également colonisé le site. Crapaud commun, grenouille rousse, grenouille verte, triton alpestre et triton ponctué s'y reproduisent. Toutes ces petites mares qu'on a créées sont des petites mares qui conviennent très très bien aux libellules. Et on a plus de 27 espèces observées sur le site depuis qu'il est en réserve naturelle, c'est à peu près la moitié c'est pas loin de la moitié du nombre d'espèces présentes à Wallonie, donc c'est assez remarquable. La réserve de Jean-Tissart offre une grande diversité de milieux. Outre des points d'eau de taille et de profondeur différentes, le site présente des sols secs et des sols humides, des reliefs variés, des talus ensoleillés ou ombragés, des bosquets et des prairies. Ces différents milieux permettent l'installation d'une grande diversité d'espèces. Ainsi, les prairies bien ensoleillées ont permis l'apparition de sauterelles, dont la sauterelle ponctuée. Les espaces caillouteux et chauds ont été colonisés par le criquet à ailes bleues, venu on ne sait comment, de populations situées à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Les escargots, pour leur part, préfèrent des zones herbeuses plus humides, tandis que de nombreux insectes pollinisateurs butinent les fleurs tout au long de la saison. Les bosquets et buissons offrent gîtes et nourriture à plusieurs passereaux, dont la linotte mélodieuse. Par sa grande superficie et son environnement calme, Jean-Tissart offre la quiétude nécessaire au maintien d'espèces sensibles au dérangement. Le chevreuil, le lapin, le lièvre s'y reposent ou y mettent bas. La buse variable niche en bordure du site et y chasse régulièrement. Le grèbe huppé niche sur les étangs. Plusieurs canards y séjournent toute l'année. D'autres viennent s'y reposer et s'y nourrir pendant l'hiver
ou en halte migratoire. Certaines espèces exotiques échappées de captivité se sont maintenant multipliées dans la nature et viennent aussi séjourner à Jantissart, parfois en trop grand nombre car elles y font concurrence à d'autres espèces indigènes. Les amphibiens partagent leur vie entre la terre et l'eau. Ils pondent leurs œufs dans l'eau. Les larves qui en sortent sont aquatiques. Celles-ci se métamorphosent après quelques semaines ou quelques mois en un jeune amphibien. Celui-ci mène alors une vie essentiellement terrestre. Il ne retournera à l'eau que pour se reproduire. Au sortir de l'hiver, crapauds communs et grenouilles rousses se dirigent de leur lieu d'hibernation vers leur étang de reproduction. Le mâle monte sur le dos de la femelle pour pouvoir féconder les œufs au moment de la ponte. Le crapaud commun pond des œufs en chapelet, tandis que les œufs de grenouilles rousses forment des paquets qui flottent à la surface de l'eau. Des œufs sortent des petites larves qui vont devenir des têtards. Au début de l'été, les têtards se transforment en petites grenouilles ou en crapelets minuscules. Il faudra 2, 3 ou 4 ans pour qu'ils deviennent adultes. La grenouille verte se reproduit plus tard que la grenouille rousse et elle séjourne tout l'été dans l'eau. À Jantissart, ce sont surtout des grenouilles rieuses qui sont présentes. Proches parentes de nos grenouilles vertes indigènes, elles ont été importées d'Europe centrale ou orientale et ont envahi aujourd'hui le Brabant wallon. Elles concurrencent malheureusement nos grenouilles vertes indigènes. 2 espèces de tritons sont aussi présentes à Jantissart. Le triton alpestre, dont le ventre est uniformément orangé, le triton ponctué, dont le ventre est en général ponctué de noir. Eux aussi regagnent l'eau à la fin de l'hiver pour se reproduire. Les libellules sont des insectes. Leurs larves sont aquatiques. On distingue des libellules au corps fin et délicat. On les appelle demoiselles ou zygoptères. Et des libellules plus grosses, au vol rapide, ce sont les anisoptères. Les adultes chassent d'autres insectes volants, par exemple des moustiques au-dessus de l'eau ou des prairies avoisinantes. Lorsqu'elles s'accouplent, les demoiselles forment un joli cœur. La femelle pond ses œufs dans l'eau ou au bord de l'eau. Bientôt naîtront des larves aquatiques qui se nourrissent de divers autres animaux. Après quelques mois, parfois quelques années de croissance, la larve de libellule sort de l'eau. Un bel insecte volant s'extrait de la peau de la larve et laisse accroché aux herbes ce que l'on appelle l'exuvie. Jantissart, avec ses multiples points d'eau, attire une grande variété de libellules, dont quelques raretés pour la région et même pour la Wallonie, comme la libellule écarlate. Il faut bien comprendre que sans intervention humaine, le site de Jantissart évoluerait vers un paysage écologique relativement simple, composé des plans d'eau libres et d'un boisement continu sur la terre ferme. Sur les rives humides, on trouverait des franges de saules et d'aulnes liées aux zones inondables. Une forêt mélangée à base de chênes, hêtres et de charmes occuperait toute l'étendue de la terre ferme. Elle serait éventuellement entrecoupée de quelques clairières herbeuses liées aux affleurements locaux de sable sec ou encore à la présence de nombreux lapins sauvages. Les milieux jeunes, comme ceux qui existent encore actuellement à Jantissart, sont devenus rares dans nos régions, car les grands bouleversements du sol causés par des phénomènes naturels tels que tempêtes, inondations, effondrements, sont aujourd'hui contrôlés par l'homme.
Je pense qu'on ne sait pas à l'avance. Quand ce genre de milieu se crée, on ne sait pas à l'avance ce qui va venir. Donc il y a peut-être un élément ici qui prouvait que le site allait être intéressant, c'est qu'on est dans une région de sablières. Donc historiquement, très long, en reculant au cours des décennies, même peut-être des siècles, il y a toujours eu beaucoup d'exploitation de sable. Donc c'est un milieu où très probablement, depuis de longues dates, des espèces liées à ces milieux-là existent et se déplacent d'un site à l'autre au fur et à mesure qu'ils se créent et qu'ils évoluent. Donc on peut espérer qu'un site comme celui-ci soit assez rapidement colonisé par des espèces typiques de ces milieux sablonneux ouverts, et c'était le cas. Donc le calamite préexistait dans des milieux environnants, il est venu sur le site. Et c'est important évidemment de s'en soucier parce que ce calamite est lié à ce type de site et comme il n'y en a plus beaucoup, protéger un tel site et le gérer en conséquence, c'est très important. Les mesures de gestion écologique en vigueur n'ont donc d'autre but que de créer et de maintenir un paysage de structures aussi varié que possible, garantissant une biodiversité élevée. À côté de zones boisées exemptes d'intervention, alternent des zones ouvertes de prairies fauchées, des zones complexes de haies mélangées, de bosquets et de talus. Ailleurs, dû à l'affleurement spontané de la nappe profonde, soit creusée artificiellement, des mares voient se développer une végétation aquatique ou amphibie au gré des fluctuations du niveau de l'eau. Tandis qu'autour des étangs permanents, les rives sont tantôt boisées, tantôt garnies de roselières. Les espèces liées à ces milieux jeunes trouvent alors dans les sites d'origine artificielle, comme les sablières, des habitats de substitution. Cette diversité permet à des espèces d'exigences très différentes de trouver le milieu de vie qui leur convient. La gestion mène à l'objectif qui a été fixé, donc au moins d'un maintien de la biodiversité, si pas de l'augmentation. Mais je suis simplement participant au sein du comité de gestion où tout le monde participe avec la même voix. C'est très agréable et très collégial. Maintenant, en plus de cela, je suis chargé de veiller à ce que le statut de réserve naturelle soit bien respecté. C'est surtout ça, donc j'ai un rôle de contrôle et de surveillance en plus. Les interventions humaines doivent permettre de préserver les espèces phares. Le rafraîchissement des parois sableuses devrait attirer une colonie d'hirondelles de rivage. Le creusement et l'entretien de mares peu profondes et bien dégagées conviennent aux crapauds calamites et aux libellules. On a creusé un certain nombre de mares. Pour l'instant, elles sont encore jeunes puisqu'elles ont 3 ans, donc elles sont parfaites. Maintenant, petit à petit, avec la colonisation par la végétation, elles risquent de ne plus convenir pour l'animal. Il faudra en creuser de nouvelles et puis peut-être établir un cycle, une tournante sur les divers points d'eau réalisés pour qu'il y en ait toujours certains à un stade disons de pré-colonisation et puis faire une tournante sur l'ensemble des mares pour satisfaire un peu les exigences de tout le monde. Au fil du temps, de telles interventions ainsi que le fauchage tardif et le contrôle des ligneux permettront la survie de la faune et de la flore de Gentissart. Par exemple, arracher les saules qui envahissent des plages de sable dénudées, rajeunir les mares colonisées par une végétation trop abondante. Et peut-être faudra-t-il limiter certaines espèces introduites qui portent préjudice à la biodiversité. Telle est la renouée du Japon. Cette plante exotique qui s'est naturalisée et concurrence par sa densité les espèces indigènes. Dès lors, il faut l'arracher. Pourquoi sont-elles devenues envahissantes? Eh bien, parce que, originaires d'un pays étranger, elles n'ont pas trouvé ici leur prédateur en quelque sorte, leur parasite. Pourquoi? Tout cela est extrêmement difficile, ça demande de la recherche. Et ce sont donc des plantes qui ont tendance, parce qu'elles n'ont pas d'ennemis, ont tendance à envahir et à remplacer, à supplanter les autres plantes. Donc de nouveau, une menace pour la biodiversité. D'autres interventions humaines sont moins heureuses, comme l'introduction par un ancien propriétaire de cyprinidés qui dégrade le milieu aquatique. Tels sont les carpes qui, en fouillant constamment le fond des étangs, empêchent le développement de la végétation et des organismes qui y vivent. Une solution, l'élimination physique des carpes, c'est-à-dire pêcher les individus adultes devenus trop grands pour avoir des prédateurs naturels et les transférer dans d'autres sites, et introduire un prédateur naturel pour les carpillons. Vous l'aurez compris, la biodiversité est le maître mot. Chaque initiative qui va dans ce sens est à étudier.
À titre d'exemple supplémentaire, la création d'un verger conservatoire sera réalisée en collaboration avec le Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux. Ce projet vise à définir et à coordonner la politique régionale en matière de conservation et de valorisation de notre patrimoine fruitier, et cela grâce à la création d'un réseau de parcelles délocalisées dans les principaux terroirs wallons, dont une parcelle sur le site de Gentissart. Le projet de verger conservatoire sur le site de Gentissart s'inscrit dans ce réseau et participe à la sauvegarde de la diversité fruitière wallonne. Il rentre également dans le projet qui consiste à maintenir une diversité biologique toujours croissante à Gentissart. C'est la création d'un verger conservatoire en fait, que nous réalisons en collaboration avec les facultés agronomiques de Gembloux. Le but étant de stocker ici, de façon vivante bien entendu, une série d'espèces d'arbres fruitiers tout à fait typiques de notre région, aussi bien des pommiers que des poiriers, des pruniers, des noyers, enfin toute une série d'espèces. 75 arbres au total seront plantés juste ici derrière dans cette surface. Et cela servira non pas à récolter les fruits, nous laisserons probablement la plupart des fruits à usage des animaux, mais par contre le bois pourrait servir de bois de greffe pour éventuellement multiplier ces espèces, et en tout cas il y aura une étude permanente de l'évolution de ces arbres qui ne seront absolument pas traités d'aucune façon, de voir de quelle façon ils vont réagir ici en conditions les plus naturelles possibles. On comprendra aisément que la survie de certaines espèces dépendra du travail effectué par l'homme pour assurer un bel avenir à la réserve de Gentissart.